Hannah Arendt s'étonnait que la cruauté ne fasse pas partie des péchés capitaux. En effet, l'Église a défini 7 péchés censés nous envoyer direct en enfer si l'on s'y adonne, parce qu'ils sont considérés comme étant les plus graves. Il s'agit de la paresse, l'orgueil, la gourmandise, la luxure, l'avarice, la colère et l'envie. En réfléchissant à cette liste, j'ai remarqué qu'elle ressemble fort à un mode d'emploi du parfait opprimé. Je l'explique. Pour favoriser votre exploitation par un groupe dominant, une classe sociale, politique, économique ou religieuse, ne soyez pas paresseux, afin d'être taillable et corvéable à merci. Ne soyez pas orgueilleux, sinon vous ne réussirez pas à vous soumettre d'assez bonne volonté. Ne soyez ni gourmand ni luxurieux, car vous apprendriez à jouir de la vie. Or, il faut qu'elle soit misérable pour ne pas valoir grand-chose, même à vos yeux. Ne soyez pas non plus avare, car l'opulence des ultra-riches est conditionnée par votre acquiescement, à votre dénuement et à votre appauvrissement. Surtout, ne soyez pas coléreux. Ça pourrait vous mener à la révolte. Et enfin, ne soyez pas envieux pour que chacun reste à sa place de dominant. Alors, j'ignore si m'abstenir de péché m'évitera un hypothétique enfer post-mortem, mais ce dont je suis sûre, c'est que les systèmes d'oppression sont précisément ceux qui font réellement, matériellement, quotidiennement, de la Terre un enfer. Nous vivons dans une culture des rapports de domination. La culture du viol, ça n'est qu'un aspect de cette culture des rapports de domination. Elle s'exprime à travers les idéologies discriminantes, comme le racisme, le sexisme, ou à travers la communication aliénante, qui prend la forme, par exemple, du système punition-récompense. Et plus pragmatiquement, elle s'exprime à travers tout acte de domination que nous pouvons exercer, souvent même à notre insu, par conditionnement social à cette culture. Or, cette culture des rapports de domination est traumatogène, c'est-à-dire susceptible de provoquer des traumatismes. Nous avons des conditionnements et des croyances socialement partagées qui sont erronées, qui ne sont pas au service de l'unité du vivant. Tout être humain aspire à être heureux, à se sentir relié aux autres. Or, beaucoup de nos conditionnements, de nos croyances religieuses, philosophiques ou politiques sont clivantes et traumatogènes. Elles font perdurer l'enfer. Elles nous rendent impuissantes à incarner nos aspirations. Changer notre façon d'être au monde ne passe pas par une réflexion intellectuelle ou par l'adhésion à de nouvelles valeurs. Si nous voulons faire de notre terre un paradis, ce qu'elle pourrait être, on peut se détendre avec la paresse, dont certains ont, paraît-il, su faire un bel éloge. On peut se calmer avec la colère, c'est qu'une émotion qui traduit maladroitement la frustration de besoins fondamentaux. Et on peut envisager plutôt d'adopter des pratiques unifiantes, que sont par exemple la réciprocité, la gratitude, l'exercice de notre sensibilité. Ces pratiques unifiantes sont l'exact contraire des rapports de domination. Elles en sont même l'antidote. Les pratiques unifiantes prennent du temps. Mais c'est un temps qui s'inscrit dans la vie parce que ce temps nous relie. Quand nous nous enquillons en 3 jours une vingtaine d'épisodes d'une série quelconque, qui n'est en réalité pas particulièrement passionnante ou palpitante, nous sommes probablement en train de combler un vide. Justement le vide qui découle de l'absence de pratiques unifiantes, de pratiques qui relient. Si nous voulons pratiquer la réciprocité, nous allons prendre le temps de conscientiser les bienfaits que nous recevons et nous allons nous questionner sur la façon d'en prodiguer en retour. Ce temps consacré à cette réflexion sera justement une façon de combler le vide. En prenant conscience des bienfaits dont nous sommes redevables, nous allons nous sentir reliés à d'autres, à ceux qui nous procurent ces bienfaits, que ce soit des humains ou d'autres êtres vivants. Et nous aurons l'élan de leur rendre ces bienfaits. Pour vivre la reliance, nous avons besoin de la conscientiser et nous avons besoin de la mettre en pratique. Une conscience et une pratique génératrices d'une joie profonde. Chaque automne, je sème des fleurs sur ma terrasse, du côté du soleil levant. À certaines,
je confie quelques-unes de mes pensées positives pour l'année. C'est un rituel qui me relie au rythme des saisons, un rituel très vivant puisqu'il se déroule dans le temps. Il y a le moment où je les plante, où après les avoir choisis de différentes couleurs, je décide de l'agencement qui me semble constituer la beauté la plus exacte. Je les arrose pour la première fois et je m'engage ainsi à prendre soin d'elles. Ce premier jour porte mon espoir qu'elles vont s'épanouir jusqu'au printemps. Et chaque jour de l'automne, de l'hiver, du printemps, je me réjouis. Chaque fois que je les regarde, et je les regarde chaque fois que je les vois, de leur beauté, de leur présence. Il est arrivé que mon corps soit tellement imprégné des résonances émotionnelles de leur beauté qu'elles se sont concentrées dans ma main droite pour les matérialiser au pastel. Chaque jour, je les remercie. Je leur dis mon émerveillement et la joie qu'elles m'apportent. Quand je les regarde longuement, elles me relient à mon passé. Je me souviens de ma grand-mère Louise, qui aimait tant les fleurs et les cultivait avec soin. Je me souviens de la profusion de champs, de fleurs, de toutes les couleurs qui s'étendaient sur la campagne lorsque j'étais enfant. Et je me souviens de leur disparition progressive, de ma tristesse. Alors je me sens encore plus honorée et heureuse de leur présence aujourd'hui sur ma terrasse. Elle me relie aussi à toutes les autres fleurs et à tous ces gens qui cultivent la beauté en ensemant dans leur jardin. Je pense à toutes ces fleurs qui s'épanouissent sur la planète et l'embellissent. Au cœur de l'hiver, les pensées que j'ai semées compensent par leur éclat le manque de lumière. Elles soutiennent mon moral. Je les remercie également de constituer pendant de nombreux mois le premier comité d'accueil pour les amis qui franchissent mon seuil. J'espère secrètement qu'elles sont vues, regardées et qu'elles apportent à mes amis un peu de cette joie, même brièvement, qu'elles sont pour moi. Au printemps, lorsqu'elles ont terminé leur vie, je suis triste et en même temps pleine de gratitude pour tout ce qu'elles ont donné. Je remets ce qu'il reste d'elles au compost en me réjouissant de leur participation au cycle de la vie. Sur l'autre terrasse, située à l'ouest, à l'automne, quand le besoin s'en fait sentir, les oiseaux s'approchent. Ce sont des mésanges qui viennent les premières. Elles s'agrippent au rebord de la fenêtre, regardent à l'intérieur, attirent mon attention. Elles réclament que j'exerce une juste réciprocité en les nourrissant. De récentes découvertes scientifiques ont montré que le chant des oiseaux amplifie la croissance végétale. Les vibrations de leur chant constituent comme une stimulation acoustique, un engrais vibratoire. Les plantes et les oiseaux illustrent la réciprocité du don qui caractérise le vivant. Les plantes nourrissent les oiseaux qui les aident à croître. Et quand je nourris les oiseaux, quand je sème des fleurs, des plantes, je m'inscris dans cette réciprocité du don et de surcroît, je goûte la joie de la reliance qui s'incarne par la conscience de l'unité du vivant dont je me sens participer. En prenant soin des oiseaux et des plantes, je m'inscris dans la réciprocité du don au sein de l'unité du vivant. J'exerce et je développe ma sensibilité qui est le fait d'appréhender avec justesse ce qui est vivant. Je développe et j'exerce ma gratitude qui nourrit mes élans de contribution et de réciprocité. Et je sens bien que le bain vibratoire des chants d'oiseaux et celui des plantes participent de mon bien-être, de mon déploiement au sein du vivant. Et je sens que je sors de l'impuissance politique, parce que cette reliance au vivant se transpose peu à peu dans le social. Je deviens plus déterminée à construire le monde dans lequel je veux vivre, parce que je goûte ce monde à travers mes pratiques unifiantes. Et je me sens toujours plus en rupture avec les prescriptions et injonctions des idéologies clivantes, le libéralisme, le patriarcat, la communication aliénante. Et je me sens incarner toujours plus joyeusement cette nouvelle façon d'être au monde à laquelle une partie de l'humanité est en train de se convertir. Et un nombre suffisant suffit. Semer des fleurs et nourrir les oiseaux entraîne un cercle vertueux de pratiques unifiantes. Ces pratiques sont une façon concrète de sortir de la violence et des rapports de domination. Parce que nous inscrire dans la réciprocité et la gratitude au sein du vivant nous rend plus aptes à exercer la réciprocité et la gratitude envers d'autres humains. Exercer la réciprocité nous relie. Et lorsque nous nous sentons reliés, nous renouons avec l'évidence de la réciprocité et du partage. En exerçant notre sensibilité, nous nous relions, et lorsque nous sommes reliés, nous déployons notre sensibilité. C'est en cela que les pratiques unifiantes permettent
un profond changement ontologique. Ce changement ontologique entraîne une autre façon d'être au monde, dont découle naturellement un changement de valeur. Et, et l'on pourrait bien évoluer ainsi d'une culture des rapports de domination mortifère à une culture de sacralisation sociale du vivant. Dans une culture où le vivant serait sacré, la cruauté n'est pas concevable. J'espère ne pas avoir offensé des chrétiens avec cette remise en question des péchés capitaux. J'ai été moi-même éduquée dans cette religion, j'ai aimé recevoir cette éducation, mais je ne crois pas que Jésus ait jamais constitué une liste de péchés, et ce, ni dans les évangiles canoniques, ni dans les textes apocryphes. Alors, à mon avis, il me semble que nous pouvons être gourmands, nous pouvons reprendre une part de gâteau, mais surtout, partageons-la, car le partage est une pratique unifiante.